un convoi de SUV blindés fonce vers Juárez, ville frontalière stratégique servant de porte d'entrée vers les États-Unis. Un point névralgique pour le trafic de coke. À 30 minutes de leur destination, ils traversent Samalayuca, bourgade nichée au cœur d'un paysage désertique aux dunes majestueuses. Le convoi ralentit à l'approche d'un barrage routier. Parmi les agents présents se distingue un jeune policier dans la vingtaine, Sergio, futur El Grande, colosse de plus de 2 mètres pesant au moins 110 kilos. Sa stature imposante et sa personnalité intimidante laissent déjà présager un potentiel redoutable que lui-même ignore encore. Il pressent déjà qu'il ne s'agit pas d'un contrôle de routine. Des années plus tard, au tribunal américain, El Grande témoignera de cette rencontre décisive qui changera à jamais le cours de son existence. J'étais le responsable du poste à Samalayuca, dans l'état de Chihuahua. À quoi servait ce barrage routier? Il était installé pour détecter la drogue, les armes et les personnes sans papier d'identité. À l'époque, il y en avait quelques-unes. S'est-il passé quelque chose d'important peu après le début de votre travail là-bas? Oui. Que s'est-il passé? Un jour, des SUV se sont arrêtés au barrage routier. Des personnes portant des uniformes identiques aux nôtres en sont descendues, armées. C'était Amado Carrillo. Qui était Amado Carrillo? Le chef du cartel de Juárez. Qu'est-ce que c'est? C'était un cartel qui, à cette époque, était le plus puissant du Mexique. Les opérations d'Amado ont atteint un niveau si impressionnant qu'elles ont éclipsé, selon les rapports, celles des cartels colombiens. À son apogée, l'organisation de Juárez, sous sa direction, contrôlait au moins la moitié du trafic de stupes mexicain vers les États-Unis. Amado était incontestablement le numéro 1 de cette époque. Pour être clair, les personnes qui portaient des uniformes de la police judiciaire fédérale avec Amado, travaillaient-elles réellement pour la police judiciaire fédérale? Non. Pour qui travaillaient-ils? Pour le cartel de Juárez. Que s'est-il passé quand ils sont arrivés à votre barrage routier? Ils ont pointé leurs armes sur nous. Puis Amado Carrillo s'est présenté et nous a dit « Soit vous vous alliez avec nous, soit vous dégagez d'ici. » Qu'avez-vous répondu? Nous avons tous accepté. Que s'est-il passé ensuite? Face aux armes pointées sur eux et à leur salaire dérisoire, ils n'avaient d'autre choix que d'accepter. Nous avons commencé à travailler avec l'organisation de Juárez. Je me suis impliqué de manière plus directe que les autres. El Grande gravira rapidement les échelons de la hiérarchie criminelle. Une décennie plus tard, il livrera des mallettes remplies de millions de dollars destinées à financer des campagnes présidentielles. Mais revenons à 1993, année charnière où tout bascule dans la pègre. À cette époque, le territoire mexicain était principalement divisé entre 4 cartels majeurs: Tijuana, Juárez, Sinaloa et le Golfe. Bien que leur nom évoque des zones géographiques précises, chacun opérait dans plusieurs États du Mexique, changeant constamment les zones de pouvoir. Historiquement, ces 3 organisations, Tijuana, Sinaloa et Juárez, faisaient partie d'une seule entité et collaboraient étroitement. Cependant, une guerre interne finit par éclater, atteignant son paroxysme en mai 1993 avec l'assassinat d'un cardinal à l'aéroport de Guadalajara. Le pays se lance alors à la poursuite des responsables, ciblant spécifiquement les cartels de Sinaloa et Tijuana. El Chapo de Sinaloa est le premier à tomber, se retrouvant derrière les barreaux. Les frères Arellano Félix, qui dirigent le groupe de Tijuana, ont échappé aux arrestations en versant un pot de vin de 10 millions de dollars à un haut responsable de la police mexicaine. Ils ont également sacrifié quelques membres insignifiants de leur organisation pour qu'ils fournissent de faux témoignages. Cela leur a permis de gagner du temps, des maisons ont été perquisitionnées, mais tout était arrangé à l'avance pour faciliter leur fuite.
Ils ont ensuite gardé profil bas en se dispersant à travers le pays. Pendant ce temps, leur ennemi juré El Chapo était déjà en prison, hors d'atteinte. Mais ses associés figuraient désormais sur une liste noire de cibles à éliminer. L'organisation de Sinaloa réunit plusieurs leaders, chacun dirigeant sa propre équipe tout en partageant leurs ressources pour maximiser leur puissance collective. Les membres incluent El Mayo, El Chapo, récemment incarcéré, et son ami Héctor Palma. El Azul, qui vient de retrouver sa liberté, rejoint également leur rang, tout comme Ignacio alias Nacho, qui deviendra plus tard célèbre comme le roi du cristal. Nous y reviendrons plus tard. Pendant l'incarcération d'El Chapo, ses opérations sont gérées par son frère, El Pollo, et ses cousins éloignés de la famille Beltrán Leiva, sous la direction d'El Barbas. En parallèle, le groupe de Juárez, dirigé par Amado Carrillo, a consolidé sa position dominante. Il avait rassemblé ses frères autour de lui et coordonné les activités des principaux membres du cartel de Sinaloa. Selon plusieurs rapports, des figures importantes comme El Mayo, El Azul et El Barbas étaient si étroitement liées aux opérations de Juárez qu'elles étaient considérées comme faisant partie intégrante de l'organisation. Cette alliance stratégique était logique. Amado était le grand gagnant de cette période et s'associer avec lui garantissait une place privilégiée dans ce commerce florissant. Tous pouvaient utiliser les mêmes routes d'acheminement vers les États-Unis, minimisant les risques grâce au réseau sophistiqué établi par Amado. Des témoignages révèlent la stratégie astucieuse d'El Mayo qui excellait à rester dans l'ombre des narcos plus médiatisés. Ils profitaient de leur notoriété tout en générant discrètement d'importantes sommes d'argent et en préservant son autonomie. Sa collaboration avec Amado consistait principalement à superviser la logistique des cargaisons dans la région pacifique du Mexique, notamment à Sinaloa. Comme El Azul, El Mayo bénéficiait de la réputation d'Amado, tout en restant délibérément au second plan. Moins on parlait d'eux dans les journaux, moins ils risquaient d'être arrêtés ou tués. Cette stratégie leur a permis de survivre bien plus longtemps que les autres dans ce monde dangereux. El Azul se distinguait des autres barons par son rôle de conseiller stratégique, s'appuyant sur des décennies d'expérience. Respecté comme un ancien du milieu, il entretenait des relations cordiales avec tous les acteurs majeurs. Cette diplomatie lui permettait d'atteindre ses objectifs sans prendre de risques inutiles. C'est un excellent négociateur, peut-être le meilleur stratège que le monde souterrain ait jamais connu au Mexique. Il est le seul à avoir réussi à convaincre les narcos de s'asseoir à la table de négociation. Il sait, comme peu d'autres, toujours rester en retrait. Car son expérience lui a appris que sortir la tête de l'eau signifie la mort ou la prison. Amado apprécie particulièrement le talent de médiateur d'El Azul, lorsque celui-ci réussit à réunir autour d'une même table les dirigeants des cartels de Juárez et du Golfe, deux organisations en conflit depuis longtemps. Examinons cette situation de plus près. L'organisation du Golfe est une véritable institution du milieu criminel mexicain. Ce groupe existe depuis des générations. Quand la poudre colombienne est devenue populaire, son nouveau leader, Juan García Abrego, a immédiatement saisi l'opportunité en y investissant fortement. Leur quartier général historique se situe juste à la frontière, avec plusieurs passages transfrontaliers stratégiques, bien plus proches du marché américain du Nord-Est que les routes de Tijuana ou Juárez. Au-delà de leur présence dans cet état frontalier du Texas, ils contrôlent également les routes et ports tout le long du golfe du Mexique. Le groupe du Golfe est devenu un partenaire incontournable pour les barons colombiens en quête de nouvelles routes. Dans les années 90, ils généraient des profits annuels estimés à plusieurs milliards de dollars. On raconte qu'Amado s'est inspiré de ses voisins du Golfe et de leur leader, Juan, pour exiger un meilleur contrôle de la distribution de coke et négocier des accords plus avantageux avec les Colombiens. Les Mexicains ne voulaient plus jouer le rôle de simples intermédiaires. Ils commençaient à bâtir leur propre réseau de distribution aux États-Unis. La poudre blanche rapportait tant d'argent qu'elle permettait d'acheter la loyauté de policiers et de politiciens, alimentant un cercle vicieux. Plus de drogue, plus d'argent, plus de protection et encore plus de drogue.
En 1993, El Azul démontre son talent de médiateur en organisant une réunion cruciale entre les dirigeants de Juárez et du Golfe. L'objectif, négocier un accord pour apaiser les tensions dans le nord du pays. Cette médiation aboutit à la paix du Nord, un pacte qui met fin à la violence entre les deux organisations, du moins temporairement. Cependant, réunir les frères Arellano Félix de Tijuana à la même table s'avérait plus difficile. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un terrain d'entente avec les hommes de Sinaloa, ils avaient franchi le point de non-retour. Ils sont allés jusqu'à mettre un contrat de 3 millions de dollars sur la tête d'El Mayo, lui qui était autrefois leur partenaire de longue date à Tijuana. Malgré ces risques, les caïds profitaient pleinement de leur vie. La proximité entre Amado et les hommes de Sinaloa se manifestait lors de nombreuses fêtes dans des villas luxueuses où le divertissement était à la hauteur de leur fortune. Ils avaient de bonnes raisons de célébrer avec les bénéfices colossaux tirés de leurs affaires. Amado et El Mayo étaient fréquemment vus ensemble lors de réunions ou déplacements, témoignant de leur relation particulièrement étroite. Cette alliance évidente entre les deux hommes n'échappait certainement pas à l'attention des frères de Tijuana. Amado dépensait des millions en pots de vin mensuels, ce qui lui garantissait une liberté totale. Ses informateurs infiltrés partout lui transmettaient en temps réel les moindres détails des opérations policières et militaires. Les saisies de drogue n'étaient que des mises en scène orchestrées pour satisfaire l'opinion publique. Son empire fonctionnait comme une machine bien huilée, coûteuse, certes, mais infiniment rentable. Il se déplaçait librement dans Mexico, où il possédait plusieurs propriétés luxueuses. Ses visites au restaurant Ochoa Bali High étaient presque rituelles. C'est là qu'il aimait déguster de généreux plateaux de fruits de mer en compagnie de ses amis proches. Son réseau d'informateurs était si efficace que le moindre danger déclenchait immédiatement une alerte. Pourtant, malgré ses précautions, il n'avait jamais envisagé qu'on ose s'en prendre à lui au cœur même de la capitale. Fin 1993, alors qu'Amado profite de la soirée avec sa femme et ses amis, plusieurs tueurs à gages de Tijuana, supposés être envoyés par le CAF, autre nom du cartel des frères Arellano Félix, pénètrent dans le restaurant. Ces derniers connaissent les habitudes d'Amado depuis leur collaboration passée, quand ils faisaient tous partie d'un seul cartel. Ils n'ont pas oublié sa fascination pour ce restaurant et son goût pour les fruits de mer. Leur mission se complique. L'apparence d'Amado a changé depuis les photos qu'il possède. Il a abandonné sa barbe hippie pour un look soigné. Installé près des toilettes, Amado savoure ses plateaux de fruits de mer favoris. Les sicarios ouvrent le feu et liquident plusieurs gardes du corps. Amado parvient à s'échapper grâce à l'intervention rapide de son lieutenant clé. Ce qui préoccupe le plus Amado, c'est de passer soudainement de l'anonymat relatif au projecteur des autorités, et surtout du gouvernement américain. Pendant ce temps, une nouvelle tentative contre Amado s'avère presque impossible. Les frères de Tijuana concentrent donc leurs efforts sur la traque d'El Mayo et de sa famille. Rappelons quelques éléments. El Mayo a vécu plusieurs années à Tijuana avant l'éclatement du conflit entre les deux organisations. Cette rivalité l'a forcé à déplacer ses proches vers Culiacán, à Sinaloa, où ils pouvaient mieux assurer leur protection. La tension provenait de la décision des frères Arellano Félix d'imposer une taxe sur toute stupe transitant par le territoire frontalier avec les États-Unis, exigence que les gars de Sinaloa n'ont pas respectée. Ils réclament également à El Mayo le règlement d'une dette de 20 millions de dollars. Ce dernier, utilisant ce corridor depuis des années, refusait catégoriquement de se soumettre à ces nouvelles conditions. Pour El Mayo, rien n'était plus précieux que son fils Vicentillo. À seulement 18 ans, le jeune homme s'était réfugié à Culiacán, capitale de Sinaloa, espérant y mener une vie ordinaire. Mais son père avait d'autres projets, le préparait à devenir l'héritier de son empire criminel. Les frères Arellano Félix le savaient parfaitement et considéraient Vicentillo comme le point faible d'El Mayo.
Quelques mois plus tard, ma mère, mes sœurs et moi sommes retournés vivre à Culiacán, Sinaloa. J'ai continué mes études secondaires en vivant chez ma sœur aînée Maria Teresa avec mon beau-frère Javier Diaz. Un soir, quelqu'un frappe à la porte. J'avais déjà un pistolet glissé dans ma ceinture. À cette époque, mon père et les Arellano Félix étaient devenus ennemis et une guerre sanglante avait éclaté. Quand j'ouvre la porte, je sens qu'on me frappe au visage. 2 personnes essaient d'entrer dans la maison. Je suis tombé en arrière. Réagissant rapidement, il bloque la porte et repousse les assaillants. Malgré plusieurs coups de feu tirés à travers la porte, Vicentillo survit à cette tentative de liquidation. Ces hommes avaient sans doute été envoyés par le groupe de Tijuana. Face à cette menace, El Mayo prend une décision radicale. Envoyer son fils à l'autre bout du pays, à Cancún, dans l'état de Quintana Roo. Ce choix est stratégique. Cancún était le point d'entrée idéal pour les cargaisons colombiennes arrivant par la mer. Cette destination touristique animée offrait aussi un avantage, s'y fondre facilement dans la foule, loin du territoire contrôlé par les Arellano Félix. Vicentillo arrive à Cancún, accompagné de sa sœur et de son beau-frère, Javier. La présence de ce dernier est cruciale dans l'organisation familiale. El Mayo, connu pour son cercle restreint de confidents, comptait Baltazar Diaz, alias Don Balta, parmi ses plus proches alliés. Cette alliance s'est consolidée de façon traditionnelle dans le milieu par un mariage entre leurs enfants. La fille d'El Mayo a ainsi épousé Javier, créant un lien indissoluble entre les 2 familles. Don Balta, originaire de Sinaloa, avait bâti un empire financier considérable qui lui valait un statut de premier plan dans le milieu. Même temporairement incarcéré, ses affaires continuaient normalement. C'est son fils Javier qui s'en occupait, en étroite collaboration avec El Mayo. En 1994, je vivais entre Culiacán et Cancún, dans le Quintana Roo. À cette époque, je logeais avec mon beau-frère Javier Diaz. Mon père l'avait chargé de gérer la place de Cancún. Il recevait des cargos pour mon père sur la côte atlantique, directement de Colombie. Javier rendait compte à mon père et à mon compère Amado Carrillo Fuentes, car à cette époque, ils travaillaient ensemble. En vivant avec Javier, j'ai assisté à de nombreuses réunions entre les employés du cartel et leurs fournisseurs. À travers ces expériences, je me suis familiarisé avec la façon dont l'organisation opérait à Cancún. Sous la tutelle de Javier, responsable de la logistique locale, Vicentillo apprenait les rouages du commerce. En 1994, une réunion stratégique se tient dans un ranch près de Juárez, rassemblant El Mayo, Amado et leurs partenaires colombiens. L'objectif, optimiser l'acheminement de poudre blanche via la côte de Quintana Roo. Leur plan consiste à utiliser des bateaux Go Fast depuis la Colombie jusqu'aux environs de Cancún. Une fois réceptionnée, la marchandise sera transportée jusqu'à New York pour être remise aux distributeurs colombiens. À plusieurs reprises, Vicentillo accompagne Javier pour décharger les cargaisons, inventorier les paquets et évaluer la qualité du produit. Vicentillo apprenait également le métier aux côtés de son père, assistant aux réunions stratégiques pour comprendre le fonctionnement de l'organisation. Y avait-il une raison particulière pour laquelle votre père voulait que vous vous impliquiez dans ces affaires ? Oui, parce que je suis le fils aîné. Cependant, Vicentillo n'était pas la seule cible du groupe de Tijuana. Rey, le frère d'El Mayo, responsable de la logistique et de la comptabilité du groupe dans la capitale mexicaine, a lui aussi survécu à une tentative de liquidation orchestrée par les frères Arellano. Un après-midi, alors que Rey fait tranquillement ses achats dans une boutique de luxe à Mexico, un groupe de sicarios le prend en embuscade. En plein jour, ils ouvrent le feu à distance. Une balle l'atteint à la tête et le fait chuter. Malgré la gravité de la situation, Rey conserve un sang-froid remarquable. Il se relève, dégaine son arme et riposte, forçant les assaillants à battre en retraite.
La balle a laissé une marque permanente sur son crâne, mais n'a miraculeusement pas pénétré son cerveau, lui sauvant la vie. Après cet incident, Rey fait immédiatement ses valises et rejoint Vicentillo et Javier à Cancún, consolidant leurs opérations. À Cancún, Rey supervise la flotte de bateaux Go Fast équipés de moteurs surpuissants. Ces embarcations parcourent la distance entre la Colombie et le Mexique en moins de 48 heures. Les plages paradisiaques de Quintana Roo, prisées des touristes, deviennent des points d'entrée stratégiques pour l'empire d'Amado et Mayo. À l'arrivée, des cargaisons sont déchargées puis acheminées vers des entrepôts sécurisés. Des officiers corrompus surveillent l'opération, garantissant l'absence de contrôles inopinés. La marchandise est ensuite dissimulée dans des camions-citernes de gaz, tous en règle sur le plan administratif. Le système est ingénieux. Un compartiment secret est aménagé dans chaque véhicule pour dissimuler la poudre colombienne. La citerne est ensuite remplie de véritables gaz. Lors d'une inspection routière, l'ouverture des valves libère du gaz authentique, rendant la supercherie indétectable. Ces convois traversent le pays jusqu'aux États frontaliers, où la marchandise est distribuée vers le marché américain. Rey supervisait l'ensemble de l'opération avec une précision chirurgicale, tenant une comptabilité rigoureuse et optimisant constamment la logistique. Cependant, le vrai boss, El Mayo, veille non seulement à la sécurité de sa famille, mais doit également assurer la sienne. Cette fois, les frères de Tijuana vont aller si loin que l'on pensera initialement à un attentat. Aparentemente fue la explosión de una bomba en cercano a una fiesta de 15 años que se celebraba en el Hotel Camino Real. Juin 1994, Guadalajara. Cette ville, berceau de la culture mexicaine, abrite également les plus hauts échelons du crime organisé. L'une des figures éminentes de Sinaloa organise une quinceañera, cette célébration traditionnelle marquant le passage à l'âge adulte pour sa fille de 15 ans. La réception se déroule avec splendeur dans les salons luxueux de l'hôtel Camino Real. Des groupes musicaux renommés animent la soirée. Environ 300 invités, triés sur le volet, convergent des 4 coins du Mexique. Politiciens influents, narcos respectés et hauts gradés de la police. Un invité particulier est présumé figurer sur la liste, El Mayo. Associé proche de l'organisateur, sa présence comme invité d'honneur fait l'objet de rumeurs persistantes. Cette information cruciale parvient aux oreilles des frères Arellano Félix bien avant la célébration. Sans perdre de temps, ils mobilisent leurs hommes de main pour orchestrer une attaque. 2 sicarios arrivent aux abords de l'hôtel dans une voiture transportant un cadeau particulièrement sinistre. Le véhicule est bourré d'explosifs. Mais rien ne se déroulera comme prévu. Tard dans la nuit, une explosion massive secoue l'hôtel Camino Real. Les murs, le sol et le plafond tremblent violemment, plongeant tous les invités dans la confusion. Contrairement au plan initial, abandonner le véhicule piégé dans le parking, l'opération tourne au fiasco. La nervosité des sicarios inexpérimentés provoque une détonation prématurée, probablement causée par l'activation accidentelle de la télécommande. L'explosion a été si puissante que les 2 assaillants ont été littéralement pulvérisés. Des fragments de leur corps ont été retrouvés dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, éparpillés comme les pièces d'un puzzle macabre, impossible à reconstituer. Se hablaba de que habían encontrado restos de masa encefálica y restos de vísceras esparcidos en varias partes, tanto en la acera de enfrente del Hotel Camino Real como a tan solo unos metros precisamente de la entrada o el acceso de este lujoso hotel. Cette opération ratée a également coûté la vie à plusieurs civils innocents qui ont eu le malheur de se trouver à proximité. D'après les enquêteurs, si l'opération s'était déroulée selon le plan initial, le bilan aurait pu dépasser les 200 victimes. Quoi qu'il en soit, Mayo s'en est sorti indemne et avait parfaitement compris que les hommes de Tijuana ne plaisantaient pas. Mais au-delà des rivalités, un autre coup dur frappe le groupe de Sinaloa. Héctor Palma, ami proche d'El Chapo, tombe aux mains des autorités.
sa chance s'épuise en 1995 lorsque, par pure coïncidence, son avion d'affaires s'écrase. Bien qu'il survive sans blessure, les nombreux mandats d'arrêt contre lui rendent impossible toute négociation avec la police et les militaires qui le détiennent. Il est finalement incarcéré dans la prison à haute sécurité de Puente Grande, près de Guadalajara. Mais il n'est pas seul. Rappelons qu'El Chapo, arrêté en 1993, avait été envoyé à Altiplano, la prison la plus sécurisée du pays. Après presque 3 ans de discipline stricte et de restrictions, il obtient son transfert vers Puente Grande, où il retrouve Héctor. C'est là qu'El Chapo, par la corruption et l'intimidation, transforme la prison en véritable hôtel 5 étoiles. Il y vit comme si l'établissement lui appartenait, ce qui lui permet de poursuivre facilement ses affaires grâce au contact maintenu avec son frère El Pollo. Mexico, l'une des métropoles les plus peuplées au monde, s'est imposée comme un centre névralgique du narcotrafic. C'est ici que d'innombrables cargaisons sont conditionnées avant d'être acheminées vers le marché américain. Mais la position stratégique de la capitale va bien au-delà de la logistique. Elle offre un havre de tranquillité paradoxal où, encore aujourd'hui, de nombreuses familles de narcos haut placés mènent une existence luxueuse dans des quartiers privilégiés. Ces résidences sécurisées leur permettent de vivre dans l'anonymat, loin du regard des autorités. Il est au courant que des figures importantes de la pègre y séjournent paisiblement, alors même qu'elles orchestrent des conflits sanglants dans d'autres régions du pays. Autrement dit, derrière des façades ordinaires se cachaient des narcos millionnaires, sans que personne ne le soupçonne. Le seul indice de cette richesse dissimulée, les voitures blindées, entourées de gardes armés, une image devenue courante à Mexico, où les familles fortunées vivent dans la peur constante de l'enlèvement. Souvent zone sanctuaire pour de nombreux caïds, la capitale abrite Don Balta, figure emblématique du cartel de Sinaloa. Fraîchement libéré de prison, il poursuit ses affaires dans la métropole. Mais pas pour longtemps. Son destin se scelle au début de l'année 1995 lorsqu'il est éliminé dans la périphérie de Mexico. Quelques mois plus tard, à Bosques de las Lomas, le quartier le plus exclusif de la métropole, né pour répondre aux besoins de la haute société mexicaine et des riches immigrants européens arrivés bien des années auparavant, Amado et Mayo se réunissent discrètement dans un appartement. Ils y rencontrent un commandant de police pour négocier l'acquisition d'équipements de surveillance sophistiqués. Leur objectif ? Espionner les frères Arellano Félix, dont les empiètements sur leur territoire deviennent préoccupants. Cette réunion prend tout son sens quand on sait qu'en 1996, peu de temps après, Javier, le fils de Balta, connaîtra le même sort que son père. Il sera liquidé dans cette même ville, dans le parking d'un restaurant, vraisemblablement sur ordre des Arellano Félix. À Cancún, Vicentillo reçoit un appel crucial de son père, El Mayo, qui lui confie la responsabilité d'un important chargement de poudre colombienne attendu sur la côte dans les heures qui suivent. L'heure est venue pour Vicentillo de mettre en pratique les enseignements de Javier, son mentor respecté, en faisant preuve du sang-froid nécessaire pour orchestrer cette opération délicate. Pendant tout ce temps, j'ai observé comment Javier travaillait et comment les hommes de mon père réceptionnaient les chargements. J'ai donc donné l'ordre aux hommes de mon beau-frère et à ceux de mon père de réceptionner le chargement, de continuer exactement comme ils le faisaient avec Javier. Ça a été ma première intervention dans le trafic de stupes. Environ 1600 kilos de coke. Après avoir réceptionné la cargaison avec succès, il retourne à Culiacán, dans l'état de Sinaloa, retrouver son père. Qu'avez-vous fait après avoir coordonné les chargements à Cancún ? Mon père m'a demandé de venir à Culiacán parce que la guerre contre les Arellano Félix avait continué. Il m'a expliqué qu'ils avaient promis de liquider d'autres membres de notre famille, dont moi. À partir de ce moment, Vicentillo devient un lieutenant important de l'organisation.
Au fil des années, son rôle s'étend considérablement. Le jeune homme affirme n'avoir jamais souhaité cette vie, mais le destin en a décidé autrement. Ayant grandi dans ce milieu, il ne connaissait aucun autre mode de vie. À cette époque, la guerre avec les frères Arellano Félix se poursuivait. Ils exécutaient de nombreuses personnes, des membres de la famille et des employés de mon père à Culiacán. Il m'a demandé de rester avec lui, de rester très proche, car j'étais l'une de leurs cibles. Il voulait me liquider pour blesser mon père. Comme j'étais constamment à ses côtés, j'ai commencé à voir tout ce qu'il faisait et à discuter avec lui de son travail dans la contrebande. J'assistais à des réunions avec mon compère Amado et des Colombiens qui négociaient des accords, ainsi qu'à des réunions avec des policiers corrompus. C'est ainsi que j'ai débuté avec lui. J'ai compris comment tout fonctionnait, et peu à peu, je me suis impliqué dans l'entreprise de mon père. La raison pour laquelle j'étais si attaché à lui, c'était le danger, parce que j'étais son fils aîné. Les opérations à Cancún prospèrent pendant de nombreuses années, mais elles ne représentent qu'une facette de l'empire d'Amado. C'est son réseau aérien sophistiqué qui lui vaut le surnom de « Seigneur des cieux ». Alors que ses concurrents utilisent de petites avionnettes pour transporter leurs marchandises, Amado change les règles avec une flotte de Boeing 727. Vous vous rappelez de sa présence lors d'un contrôle routier près de Juárez ? Ce n'était pas un hasard. Pour maintenir son empire, Amado a besoin d'hommes de confiance et surtout de policiers corrompus. C'est précisément dans l'état de Chihuahua, où travaille El Grande, que se trouvent les nombreuses pistes d'atterrissage clandestines utilisées par ces avions. Dans cette zone stratégique, avoir des officiers dans sa poche est indispensable pour assurer la pérennité de ses opérations. Lorsque vous avez commencé à travailler pour le cartel de Juárez, avez-vous continué à travailler avec la police judiciaire fédérale ? Oui, Étiez-vous payé par le groupe de Juárez ? oui. Pouvez-vous nous décrire ce que vous faisiez pour l'organisation de Juárez ? J'aidais à réceptionner des avions chargés de coke et à les préparer pour qu'ils puissent redécoller. Je servais également d'accompagnant pour le responsable du cartel de Juárez à l'époque, simplement pour me déplacer en ville à ses côtés. Tout cela se déroulait pendant mon temps libre, après avoir quitté mon poste de contrôle. By 1974, they're moving 20, 30, 40 kilos a week, these groups out of Medellin. By the late 70s, they're moving hundreds of kilos a week. By the early 80s, they're moving tons. By the 90s, they're moving plane loads, 727s going into Mexico with 5, 6, 7 tons of cocaine. So the organizations went through a progression, and they did it all by remote control. By the time the 90s come around, these people have perfected that business. Le système d'Amado fonctionnait avec une simplicité redoutable et une organisation parfaite. Les Boeing atterrissaient au sud de l'état de Chihuahua après leur long périple depuis la Colombie. La marchandise était ensuite acheminée par voie terrestre jusqu'à Juárez. Puis d'importantes cargaisons traversaient les ponts internationaux vers le Texas via El Paso. Amado ne s'occupait personnellement que des chargements majeurs. Il déléguait le reste des opérations à ses lieutenants et à ses frères. Au milieu des années 90, ses activités connaissent une expansion fulgurante. Cette ascension est favorisée par les déboires de son principal concurrent, Juan García Abrego, dirigeant du cartel du Golfe. En 1995, Juan devient le premier baron international à figurer sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Les autorités américaines traquaient Juan depuis longtemps et avaient fini par cibler son empire. Son inscription sur la liste du FBI a exercé une pression considérable sur le gouvernement mexicain, le forçant à intensifier ses efforts pour capturer Juan et démanteler son réseau. Pendant ce temps, les cartels colombiens de Medellín et de Cali perdaient progressivement leur influence, transférant davantage de pouvoir à leurs partenaires mexicains. Amado était en première ligne. Il avait développé des relations privilégiées avec les Colombiens, qui, selon un détective, appréciaient particulièrement sa façon d'opérer.
Ils aiment quand les affaires se règlent discrètement. Cette discrétion constituait l'atout maître d'Amado. Contrairement à son voisin du Golfe, peu de journalistes s'aventuraient à écrire sur lui, le maintenant ainsi loin des projecteurs médiatiques. Alors que le leader du Golfe se cachait dans le nord du Mexique, Amado saisit l'opportunité pour consolider sa position dominante. Selon les rapports des enquêteurs de l'époque, le groupe de Juárez commençait discrètement à s'approprier les routes de distribution de coke à travers le Texas, territoire traditionnellement contrôlé par l'Organisation du Golfe. Amado mène des opérations à grande échelle, avec une protection considérable, meilleure même que celle dont bénéficiait Juan García Abrego. Ces opérations ne peuvent se faire sans la complicité directe des plus hauts échelons, politiciens, police et agences antidrogue. C'est un narco de haut niveau. Les faits nous ont montré qu'il est le patron. Amado Carrillo est très probablement le numéro 1, le patron de la Fédération mexicaine des cartels en ce moment. En 1996, le chef de l'Organisation du Golfe est arrêté par les forces mexicaines et expulsé en urgence vers les États-Unis pour éviter des obstacles légaux et politiques. Amado devient le roi incontesté de l'or blanc. À cette époque, selon les agents de la DEA spécialisés dans le milieu mexicain, Amado Carrillo Fuentes était le narco le plus influent et le plus puissant que le Mexique ait jamais connu. Personne ne saura jamais avec certitude quelle quantité de coke le cartel de Juárez a transporté grâce à la ruse et l'intelligence d'Amado. Ce que nous savons, c'est qu'il a transformé le trafic de stupes, simple activité criminelle, en une industrie illégale hautement sophistiquée. Amado avait toujours 10 pas d'avance sur la DEA et le gouvernement mexicain. Il le faisait si bien qu'il avait même un certain style, disons, élégant. Il ne se vantait jamais et restait très discret. Son organisation n'exécutait pas de personnes innocentes, sauf en cas de nécessité absolue. Il préférait rester sous le radar, sachant que s'en prendre à des civils ou à des policiers attirerait l'attention non désirée des autorités. Selon la légende, Amado bénéficiait d'une immunité tacite à Juárez grâce à un arrangement avec les autorités locales. D'après le témoignage d'un ancien membre du cartel, un haut responsable de la police aurait contacté Amado directement pour lui proposer un pacte. En échange de sa non-intervention dans son narco-business, Amado devait résoudre un problème majeur qui paralysait la ville. À cette époque, Juárez était infesté de gangs de voleurs de voitures qui terrorisaient la population. Les forces de l'ordre semblaient impuissantes face à eux. En une seule nuit d'opération, les hommes d'Amado ont nettoyé la ville en kidnappant environ 150 voleurs, qui ont été ensuite exécutés et enterrés en divers endroits. Cette intervention illustre parfaitement la philosophie d'Amado. Plutôt que d'affronter les autorités, il préférait établir des relations pragmatiques. Ces arrangements profitaient à Amado tout en permettant aux autorités de résoudre certains problèmes. Mais c'est surtout sa logistique qui impressionne les Américains à sa poursuite. Un jour, les radars américains repèrent un Boeing transportant, selon les analyses ultérieures, 12 tonnes de coke en provenance de Colombie. Pour mettre cette charge en perspective, vendue en gros à la frontière texane, cette quantité aurait généré environ 250 millions de dollars. Sous une surveillance aérienne constante, les forces américaines et mexicaines coordonnent leurs poursuites. Les agents suivent de près la trajectoire de l'avion qui file inexorablement vers le nord du Mexique, où se trouvent de nombreuses pistes clandestines. Dans les cockpits des avions de surveillance, la tension est à son comble. Les pilotes sont déterminés à ne jamais perdre de vue leur cible, quoi qu'il en coûte. Les pilotes travaillant pour le groupe de Juárez étaient extrêmement compétents. Ils facturaient à Amado des sommes considérables, mais leur talent justifiait pleinement le prix demandé. Les pilotes d'Amado, véritables virtuoses du ciel, manœuvrent l'avion avec une précision chirurgicale. Ils diminuent progressivement l'altitude et réduisent la vitesse avant d'atterrir sur une piste clandestine nichée dans les montagnes de l'État de Chihuahua, territoire du cartel de Juárez. Au sol, un impressionnant dispositif de sécurité les attend. Plus de 70 hommes lourdement armés, prêts à protéger la précieuse cargaison. Une fois le Boeing posé, un stratagème ingénieux se met en place.
En quelques minutes à peine, les hommes d'Amado installent des dizaines de rails de chemin de fer sur toute la surface de la piste pour empêcher tout autre avion d'atterrir. Amado était un génie. Il réservait toujours ce genre de surprise aux autorités. La localisation de cette piste n'est pas le fruit du hasard. Située dans un recoin isolé des montagnes, elle est pratiquement inaccessible par voie terrestre. Même si les forces armées parvenaient à y accéder, leurs chances d'en ressortir indemnes seraient quasi nulles face aux dispositifs de sécurité en place. Puis, dans une manœuvre audacieuse, l'équipe reçoit l'ordre de charger à bord 40 millions de dollars en liquide, somme destinée aux fournisseurs colombiens. L'opération complète. Atterrissage, ravitaillement, déchargement de la poudre, chargement de l'argent et redécollage s'exécutent en moins de 15 minutes. Chaque seconde, chaque mouvement est calculé avec précision, ne laissant aucune chance aux autorités d'intervenir. Cependant, l'ampleur croissante de ces opérations attire de plus en plus l'attention des autorités. Amado, conscient des risques de sa position, pressent qu'il doit planifier sa sortie du monde criminel avant de connaître le destin inévitable de ses pairs, la prison ou la mort. Sous la direction d'Amado, l'organisation de Juárez et ses associés de Sinaloa connaissent une croissance exponentielle. Cependant, Amado observait avec inquiétude l'efficacité redoutable avec laquelle la DEA américaine avait neutralisé son concurrent du Golfe. Il savait que son tour viendrait, ce n'était qu'une question de temps. Il voulait se retirer progressivement de la direction de son organisation. Des négociations auraient été menées avec de hauts fonctionnaires mexicains pour garantir la continuité des opérations pendant qu'il se retirerait discrètement. Son intention était de former une fédération de cartels afin de mettre fin à la violence dans le pays. Tout le monde y gagnait, car une commission serait versée aux personnes haut placées. Amado déploie un réseau d'émissaires à travers le monde pour identifier des refuges potentiels. Ces éclaireurs, experts financiers et juridiques de haut niveau, mènent des investigations minutieuses dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, le Brésil et le Chili. Ces équipes spécialisées évaluent les opportunités d'investissement, les systèmes bancaires favorables au blanchiment d'argent et les emplacements stratégiques pour établir un nouveau quartier général. Le directeur financier du cartel de Juárez prépare l'installation de son patron au Chili, une nation géographiquement isolée, loin du Mexique et sans historique significatif de présence des cartels. Son entourage effectue de nombreux voyages pour analyser cette future base d'opération. Sa famille proche s'y rend sous de fausses identités et établit progressivement une présence substantielle. L'objectif ultime, diriger son empire milliardaire à distance, loin des radars des autorités mexicaines et américaines. L'objectif était d'étudier la possibilité d'établir son organisation en dehors du Mexique. Cette organisation était professionnelle au maximum. Nous avons trouvé des documents prouvant qu'ils avaient des agents chargés de rechercher et d'examiner l'ensemble de l'économie et des opportunités d'investissement. Le Chili leur semblait être une bonne option en raison de son économie de marché libre, solide et en pleine croissance. Malgré ses nombreux voyages à l'étranger, Amado assiste au mariage de sa sœur en janvier 1997 dans un rancho familial à Sinaloa, près de Culiacán. Sur les vidéos de l'époque, on le voit profiter pleinement des festivités, affichant une tranquillité déconcertante pour un homme aussi recherché. Les autorités militaires mexicaines sont alertées de sa présence et préparent une intervention. Cependant, El Mayo, le puissant chef de Sinaloa, reçoit un appel urgent d'un major de l'armée qui le prévient de l'arrivée imminente des soldats. Mayo transmet immédiatement l'information à Amado, qui disparaît discrètement quelques minutes avant l'arrivée des forces armées. Cette capacité à anticiper les opérations des autorités révèle à quel point les cartels avaient infiltré les institutions mexicaines. Ce renseignement avait coûté à Mayo plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c'était un bon investissement. Cela leur a permis de rester libres et de renforcer leur alliance. Après tout, le succès d'Amado profitait à tous ses partenaires.
Sa réputation de parrain incontesté résonnait jusqu'à Tijuana, où les frères Arellano Félix reconnaissaient leur infériorité stratégique. Une nouvelle tentative de rapprochement entre Juárez et Tijuana a été initiée. Alliance qui, si elle s'était concrétisée, aurait constitué la coalition criminelle la plus redoutable du Mexique. Cependant, Amado conserve une rancœur tenace envers la tentative de liquidation dont il a été victime dans son restaurant de fruits de mer préféré à Mexico. Sa condition pour toute négociation est claire. Les frères Arellano Félix doivent lui livrer les 3 sicarios venus l'éliminer ce jour-là. Ces hommes, appelés Narco Junior, sont des amis proches des frères Arellano, qui refusent d'abord de les livrer. Des sources indiquent néanmoins qu'un compromis aurait peut-être été trouvé entre les deux organisations, mais Amado ne pourra jamais en tirer profit. Avant de quitter le Mexique, il prévoyait de transformer complètement son apparence par la chirurgie plastique pour faciliter sa nouvelle vie. Ce plan méticuleux s'effondre le 4 juillet 1997, lorsqu'il décède dans une clinique de Mexico suite à une opération de chirurgie ratée. Il avait 40 ans. Selon les autorités chiliennes, il avait l'intention de modifier son apparence et de retourner au Chili pour poursuivre sa nouvelle vie, loin du cartel qu'il avait bâti. Personne ne s'attendait à ce que cet homme puissant tombe d'une manière aussi banale, ni éliminé par ses rivaux, ni capturé par les autorités, mais victime d'une complication médicale durant sa chirurgie esthétique. Son cadavre devient rapidement un phénomène médiatique au Mexique, photographié sous tous les angles, alimentant les nombreuses théories du complot entourant sa mort présumée. Malgré la corruption notoire au Mexique et les possibilités de falsification de documents, les agents de la DEA ont confirmé la correspondance entre l'ADN d'Amado et celui du corps retrouvé. Pourtant, de nombreuses spéculations persistent. Certains soutiennent qu'Amado, l'homme ayant toujours 10 pas d'avance, aurait orchestré sa propre disparition en utilisant un cadavre aux empreintes digitales modifiées. Le fait que ses proches n'aient jamais formellement identifié le corps renforce ces doutes. La dépouille présentée comme étant celle d'Amado ne ressemblait guère aux photos connues du baron. Avec ses ressources financières colossales, la technologie pour greffer des empreintes digitales aurait certainement été à sa portée. Certaines théories suggèrent qu'Amado vivrait aujourd'hui aux États-Unis sous une nouvelle identité, ayant échangé des informations avec le gouvernement américain. Les autorités mexicaines ont également soutenu la thèse d'une élimination orchestrée par les rivaux d'Amado. En représailles, de nombreux médecins et chirurgiens impliqués dans l'opération ont été kidnappés, torturés, puis exécutés. Leurs corps démembrés ont été découverts dans des barils métalliques abandonnés sur une autoroute, signature d'une vengeance du cartel de Juárez. Parallèlement, les autorités mexicaines ont officiellement accusé certains membres de l'équipe médicale d'avoir délibérément provoqué la mort d'Amado en lui administrant un médicament inapproprié. Nous avons conclu que les médecins ont délibérément administré le médicament dans l'intention d'éliminer Amado, violant ainsi les procédures médicales les plus élémentaires. Les médecins ont administré à Amado le somnifère post-opératoire Dormicum, un médicament qui, compte tenu des problèmes hépatiques de Carrillo liés à sa consommation d'alcool, aurait dû le tuer selon eux. Les circonstances exactes de ce qui s'est passé dans cette clinique privée de Mexico demeurent entourées de mystères. La liquidation de certains médecins aurait pu être une vengeance ou simplement un moyen de faire taire ceux qui en savaient trop. De nombreuses théories ont circulé, mais quelle que soit la vérité, le chapitre d'Amado s'était définitivement refermé. Selon un témoignage de Vicentillo, Amado aurait fait un dernier geste spectaculaire avant son opération. Fidèle à sa réputation de seigneur des cieux, il aurait préparé un avion, fait retirer tous les sièges et l'aurait envoyé au Chili rempli de dollars, en prévision de la nouvelle vie qui l'attendait. Après la chute d'Amado, le milieu mexicain connaît une profonde restructuration. Malgré les turbulences internes et plusieurs réunions tendues, la succession est finalement réglée. Vicente Carrillo Fuentes, surnommé El Viceroy,
prend les rênes de l'organisation de Juárez, avec l'appui de son frère Rodolfo et d'un conseil composé de plusieurs lieutenants influents. Cette structure de commandement élargie maintient les alliances stratégiques avec les leaders du groupe de Sinaloa, préservant l'équilibre des forces. Malgré ses compétences, El Viceroy n'égalera jamais l'aura et l'influence de son frère. Amado possédait un talent unique pour orchestrer les opérations logistiques et maintenir la cohésion entre les différents acteurs du réseau. Des figures majeures comme El Mayo, El Azul et particulièrement El Barbas Beltrán Leiva ont considérablement bénéficié de son ascension, renforçant progressivement leurs propres infrastructures criminelles. Après la disparition d'Amado, aucun successeur ne possède les capacités nécessaires pour gérer un tel volume d'activité face à une demande américaine en constante augmentation. Malgré la poursuite de la collaboration entre les deux organisations, les héritiers directs du cartel de Juárez sont rapidement dépassés par l'ampleur de la tâche logistique. Cette situation accorde aux leaders de Sinaloa un levier de négociation plus important, leur permettant de gravir les échelons et de s'approprier des parts de marché toujours plus considérables. Depuis sa cellule, El Chapo observait avec satisfaction la prospérité croissante des affaires. Il profitait d'un confort luxueux grâce aux revenus considérables générés par son frère et ses cousins distants, notamment El Barbas. Pour lui, cette incarcération n'était que temporaire. Il était déterminé à recouvrer sa liberté, quel qu'en soit le prix. Mais qu'est devenu Sergio El Grande, notre officier stratégique du poste de contrôle ? Combien d'années avez-vous travaillé pour Amado Carrillo et le cartel de Juárez ? Jusqu'à ma retraite. J'ai quitté la police judiciaire fédérale. Et c'était quand ? Approximativement en 97. Et pourquoi avez-vous quitté la police judiciaire fédérale ? Il y a eu un changement à la tête de la police judiciaire fédérale. Un général est entré en fonction, le général Alvarez. Il a commencé à enquêter sur ceux d'entre nous qui étaient proches d'Amado Carrillo. J'en faisais partie. Et qu'avez-vous fait ? Je démissionnais. Avez-vous commencé à travailler pour un autre baron à un moment donné ? Oui, Qui était-ce ? Arturo Beltrán. L'expérience acquise auprès d'Amado s'avérera précieuse pour El Grande. Ce bagage professionnel lui permettra, quelques années plus tard, d'intégrer l'organisation d'Arturo Beltrán Leiva, surnommé El Barbas. Avec le temps, il y deviendra une figure criminelle de premier plan. Enfin, il reste l'organisation de Tijuana à neutraliser. Comme prévu, les frères Arellano Félix deviennent rapidement la cible prioritaire des autorités américaines. Après la chute du leader du cartel du Golfe et celle d'Amado à Juárez, les frères de Tijuana, fortement médiatisés, se retrouvent logiquement les prochains sur la liste. À peine 2 mois après la mort d'Amado, Ramón Arellano Félix est placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. A top leader of the Tijuana drug cartel has now been placed on the FBI's 10 most wanted list. $2 million has been offered for his capture. The newest face on the most wanted list is 33-year-old Ramón Arellano Félix, the enforcer for the Tijuana drug cartel, the executioner. La pression américaine s'intensifie et le temps des Arellano est désormais compté. Néanmoins, les hommes de Sinaloa vont devancer les forces de l'ordre en frappant les premiers.